Nous allons maintenant accueillir Laurence Beneux. Alors Sylvie, est-ce que tu peux nous présenter Laurence et nous dire de quel sujet vous avez parlé dans le magazine? Donc Laurence Beneux est journaliste indépendante, spécialisée sur les questions de police, justice et droits des enfants. Oui. Donc Laurence, tu as écrit plusieurs ouvrages sur ces questions. Oui, donc principalement sur la protection de l'enfance, notamment la pédocriminalité, enfin contre les femmes et les enfants et contre la criminalité organisée qui s'en prend aux enfants, mais plus généralement les crimes dont les enfants sont victimes. Et par ailleurs, j'ai écrit un autre livre sur la brigade Mmh. d'intervention qui est une unité, d'élite de la police parisienne. Mm. Et là, dernièrement, tu viens de publier Pédocriminalité, l'hypocrisie française. Je Mmh. Voilà. montre à l'écran, voilà, qui est excellent. Je l'ai lu et nous l'avons chroniqué dans le numéro 164. Mais c'est pas le thème dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Donc, tu as choisi de nous parler de la GPA, mais sous un angle bien particulier, qui est celui de l'enfant. Oui, parce que, en fait, bon, dans toutes les discussions, en fait, beaucoup des débats de la GPA, on parle des adultes, Mm. comme c'est quasiment le cas Mm. pour tout. Mm. Donc, avec d'un côté, donc, la douleur des personnes en manque d'enfants qui peuvent pas en avoir, enfin voilà, et donc, et les revendications, on a le droit de fonder une famille, enfin, Mm. d'avoir des enfants Mm. avec des gens qui veulent pas forcément adopter. Bon, très bien. D'un autre côté, se heurte à ça le, le- le problème d'une marchandisation du corps, et on parle beaucoup de la marchandisation du corps des femmes, Mmh. qui effectivement est un problème, sans compter qu'il y a des business absolument affreux dans des pays comme l'Inde, enfin des pays en voie de développement, donc où, enfin c'est une forme d'esclavagisme, hein, Mmh. et puis les dangers pour les femmes qui sont multiples, qui sont d'autant plus multiples qu'on tend de plus en plus à recourir aussi aux dons d'ovocytes. Mmh. C'est-à-dire, on n'utilise pas l'ovocyte de la mère porteuse, on utilise un ovocyte qui est implanté. Ce qui fait en fait qu'on met en danger la santé de deux femmes pour le prix d'une. La donneuse d'ovocytes, parce que donner des ovocytes, ce n'est pas rien. La simulation ovarienne, il y a des effets indésirables qui peuvent être très importants, qui peuvent être très handicapants. Le plus grave des effets indésirables étant quand même la mort, même si elle est rare et ça arrive. Ah, on On, peut mourir en donnant des ovocytes? on peut bien sûr, Oui. on peut mourir de la simulation ovarienne. C'est rare, mais dans les cas les Mmh. plus graves, ça arrive. Ce D'accord. qui est beaucoup moins rare, c'est un syndrome, le syndrome d'hypersimulation ovarienne, qui entraîne, et on se garde bien de le dire d'ailleurs aux donneuses, qui entraîne des douleurs qui peuvent être très très importantes, et en gros, qui peuvent vous foutre en l'air plusieurs mois ou une année. D'accord. Et puis de toute façon, après on va le prélever, il y a une anesthésie générale, enfin c'est jamais Mmh. neutre, une intervention chirurgicale. Et après, il y a l'implantation chez la mère porteuse, avec toute une batterie de traitements, parce qu'en plus, du coup, il faut éviter le rejet. Mmh. Avec donc toute grossesse est à risque de toute façon, c'est pareil, hein, c'est un processus naturel. Cependant, il y a des risques inhérents à la grossesse, et là, ces risques sont augmentés. Donc, plus de risques d'hémorragie, bon, et je parle même pas, on en parlera après, des issues, des problèmes juridiques de ces contrats de GPA. Bref, on parle de ça, qui sont des vrais sujets, qui sont des vraies questions, qui déjà font qu'il y a quand même un fort mouvement pour s'opposer à la GPA, à cette marchandisation du corps des femmes. Mais l'angle qu'on a choisi pour Nexus, c'est l'enfant. Parce que celui dont on ne parle jamais, Mmh. c'est l'enfant qui va être arraché à la mère qui l'a porté. Mmh. Qui a d'ailleurs avec aussi un flou sur ses origines. L'enfant que Anne Stroptoma appelle le petit sans-voix, Oui, c'est ça. donc est Mm. une psychologue qui est spécialisée dans la très jeune enfance et dans la, la- La vie la- intra-utérine. oui, voilà, exactement. Donc, parce qu'en fait, ça commence à être documenté, tout ça commence à être documenté. On sait qu'il ne se passe pas rien pendant la grossesse.
entre une mère, son enfant et l'environnement. Même pour la mère, ça doit être, bizarre Non, mais Oui, rien que pour l'enfant, c'est vrai que Non, ça, mais c'est une espèce d'angle mort. ah oui, c'est ça. On mais pensait les 2. qu'il se passait rien, que l'enfant se Mmh. développait, sans prendre en considération, les processus, de l'attachement et de l'affect qui est déjà là, entre la mère et l'enfant, pendant la Ah oui, grossesse. l'affect. Ben oui. Et donc Mmh. par exemple, d'ailleurs, donc Anne qui a écrit un livre en fait, elle explique, elle commence en fait en prenant des exemples qui ne sont pas des exemples de GPA, mais des exemples de traumatismes qui ont commencé en fait, heu, in utero. C'est-à-dire des enfants qui vont être suivis parce que ils ont des problèmes, parce qu'il y a voilà, il y a des désordres, et qui vont se résoudre au moment où on va identifier un traumatisme qui s'est passé dans le ventre de la mère. C'est-à-dire que, Ah. elle explique, elle donne des exemples concrets ou par exemple avec, par exemple, une mère qui a un deuil qui est très important Mmh. pendant sa Mmh. grossesse. Donc, évidemment, elle est traumatisée elle-même, elle est Mmh. focalisée sur autre chose et le bébé va sentir qu'il y a cette, voilà, il y a ce Mmh. traumatisme parce que, il va y avoir des afflux de cortisol, enfin, il y a tout un Mmh. processus chimique qui se passe que, par exemple, quand on a un deuil et en fait, ça va lui donner un sentiment de rejet parce qu'il fait pas le tri lui, il sait pas pourquoi. D'un seul coup, il y a ce bombardement de cortisol, enfin, il y a tout ce qui se passe, pendant son développement. Donc elle explique que en fait et là, les enfants ont tendance à le prendre «pour eux» entre guillemets, voilà. Il y a pas de ce discernement-là et elle explique que dans des thérapies après sur des enfants qui sont très jeunes, les, les symptômes, ou les malaises ou les réactions ou la peur de l'abandon ou, va cesser à partir du moment où l'explication va être donnée, où il va y avoir des mots qui vont être posés sur, ces événements qui se sont produits in utero. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de trauma, sauf qu'elle, elle explique que là, en l'occurrence, dans une GPA, il n'y a pas forcément de trauma. Mais qu'est-ce qu'il Mmh. y a? Il y a quelque chose qui est complètement perverti, qui est, c'est-à-dire, elle dit par exemple que l'enfant est relationnel dès la vie intra-utérine et que le tissage du lien mère-enfant est la source d'influence de toutes les relations futures de l'enfant. Donc, elle dit aussi que la principale compétence du bébé à l'intérieur de sa mère, c'est d'être un capteur d'amour qui lui permette de percevoir finement s'il est attendu ou pas, avec joie ou pas. Ah. Donc c'est là, il se joue quelque chose qui n'est pas donc d'ordre traumatique, Oui, mais qui vient toucher quelque chose d'essentiel qui est leur relation entre la mère et l'enfant. oui. En fait, je commençais par ce côté traumatique Oui, parce que ça rend visible, là, pour le oui. coup, les exemples, ces exemples concrets qui sont donnés, Mm. avec ces améliorations après ces guérisons, à partir du moment où on a identifié ce trauma qui s'est passé intra-utero, ça rend réellement visible que il se passe quelque chose et que ce qui se passe a un impact. Donc après, effectivement, elle dit, bah, Oui, elle parce que pardon, parce que ce trauma dont tu parlais tout à l'heure, il peut se passer, même, dans le ventre de la vraie maman. C'est pas le trauma en lui-même qui non, est c'est juste c'est pour illustrer voilà, qu'il Mm. se passe quelque chose Mm. dans le ventre, d'accord, Qui va c'est ça, impacter la vie. voilà, Mm. il se passe il y a quelque chose qui se entre, transmet. entre Mmh. un bébé qui est en train de se développer, Mmh. heu et la femme qui le Mmh. porte, la mère qui le porte. Donc après effectivement, là, où c'est encore plus grave dans ces parce que ce sont des abandons programmés finalement. Enfin Mmh. finalement ce sont des abandons programmés. Mmh. Même si on a déjà les parents adoptifs ou enfin qui vont, Mmh. accueillir l'enfant après. Mmh. Donc il est évident que la femme ne va pas investir sa grossesse de la même façon, puisqu'elle doit se conditionner à l'idée d'abandonner le bébé dès la naissance. Mmh. Alors que la chimie qui se met en place à partir du moment où elle est enceinte, c'est une chimie d'attachement C'est ça. qui va produire. Oui, voilà. C'est là qu'il y a un vrai. Donc il y a voilà, c'est très déchirant en fait. Donc mais d'ailleurs l'Académie de médecine émettait des réserves
sur la GPA, déjà, je me rappelle plus, c'était en 2008 ou 2009, enfin, je veux dire, il y a longtemps. Donc, c'était, parce qu'ils avaient été interrogés, c'était dans le mouvement, du mariage pour tous, donc parce qu'évidemment après il y avait ce problème, Oui. d'enfants et donc notamment dans l'homoparentalité, notamment bon les hommes, parce que encore, une femme, peut porter son enfant, un Mmh. homme il peut pas, hein, il a automatiquement recours à enfin je veux dire, c'est pas la Oui. même chose. Voilà, don de sperme, c'est pas pareil. Donc, l'Académie de médecine, tout en reconnaissant, la légitimité d'un désir d'avoir un enfant de ses propres gènes, enfin voilà, d'une filiation, génétique, Mmh. donc avec au moins un des 2 pères, m'était quand même alerté quand même, justement parce que déjà, il y avait eu des travaux, on savait qu'il se passait quelque chose. Enfin, des travaux sur la périnatalité. On savait déjà qu'il se passait quelque chose entre la mère et l'enfant pendant la gestation. Il a alerté aussi sur les traumatismes que ça pouvait générer chez la femme à qui on allait arracher l'enfant, Oui. qu'elle y soit préparée ou pas, parce qu'on n'est pas fabriqué comme ça, on n'est pas fait pour ça. Et il a alerté sur les conséquences sur le bébé, déjà à l'époque. Et d'ailleurs, il soulignait aussi, au-delà des aspects psychologiques, de tous ces aspects-là, que les enfants nés par FIV, même Mmh. les FIV qu'on utilise dans les cas enfin de procréation médicalement assistée, quels que soient les couples, Mmh. d'ailleurs, développaient certaines pathologies, avaient des fragilités physiques Mmh. et étaient surreprésentés dans certaines pathologies Mmh mh. par rapport aux autres. Alors, par rapport à la GPA, on a l'exemple de Olivia Morel. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler? Alors, Olivia Morel a écrit un livre. En fait, c'est une jeune femme qui est née par GPA. Donc elle a appris ça, elle s'en doutait. On lui disait pas, mais elle s'en doutait petit à petit, il y avait des signes, enfin, elle voyait bien que sa mère avait pas l'âge. Là, dans ce cas-là, c'est un couple. En fait, donc ils veulent avoir un enfant. Enfin, la mère a déjà eu un enfant, mais elle va en avoir avec, son compagnon. Elle est trop âgée pour, Mmh. pour pouvoir concevoir cet enfant d'une façon naturelle. Donc ils ont eu recours à une mère porteuse. Donc le le papa, le père de l'homme a fait un don de sperme. C'est lui le père biologique d'Olivia. Par contre, la mère qui l'a porté n'est pas, sa mère adoptive, enfin sa mère officielle. Mmh. Et elle sent, d'abord elle décrit, elle a une immense peur d'abandon, enfin très jeune, il y a des choses comme ça qui l'alertent. Elle se sent une affinité particulière avec les États-Unis, elle se sent américaine parce qu'elle grandit entre la France et les États-Unis et c'était une GPA, la mère était, Américaine. 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 Voilà, puis elle voit bien que, elle a pas le même lien avec sa mère, avec son père. Elle voit bien que sa mère est quand même plus âgée, que les autres. Bon, il y a des tas de trucs comme Il y a ça une qui terreur d'abandon. qui l'alerte. Elle a une terreur d'abandon épouvantable. Quand arrive l'adolescence, elle va commencer à avoir des relations toxiques et en même temps, elle va essayer d'avoir des certitudes. Elle va commencer à poser des questions, elle va pas réellement avoir de réponse jusqu'au jour où elle va, tenter et obtenir une recherche génétique qui va, Mmh. Fait que prouver, que son pressentiment était bon. Donc elle raconte toute son histoire dans ce livre. Elle, et d'ailleurs, elle explique notamment une très grande douleur de n'avoir été qu'un objet à vendre finalement, d'avoir été l'objet d'un contrat. C'est-à-dire parce que qu'est-ce qui c'est effectivement qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un échange commercial? mmh. Ben, c'est les choses. C'est parce que quand on parle du marchandisation du corps de la femme, oui, et la marchandisation des enfants. Parce que alors et donc alors par rapport à ces histoires pas de même de justement de marchandisation, il y a certains qui prônent pour ce qu'ils appellent une GPA éthique. Éthique. Mmh. La GPA éthique étant qu'on ne rémunère pas la mère Mmh. porteuse. On l'indemnise, mais on la rémunère pas.
moi, je vois pas en quoi ça rend les choses éthiques et d'ailleurs le mouvement de Casablanca non plus. C'est-à-dire Il faut que tu expliques peut-être ce que c'est que. bah, c'est du coup, Ouais. c'est un groupe ce groupe qui s'est formé, Mmh. c'est un groupe il y a plus d'une centaine maintenant de spécialistes, hein, c'est très international la déclaration de Casablanca, de spécialistes. Donc, il y a des médecins, des juristes, bah, il y a Olivia qui est leur porte-parole, qui donc, elle, est née par GPA et se bat contre la GPA. Hem et donc il y a avec, les arguments qui sont les arguments de son vécu et la souffrance qu'a généré pour elle, cette, situation et donc en fait, ils ont fait une déclaration bon, pourquoi Casablanca? Simplement parce que c'est la Mmh. ville où ça a été signé, Mmh. donc où en fait, ils font une certaine revendication dont le but final, en fait, est l'abolition universelle de la GPA Mmh. Et Ouais. Alors, et voilà, avec ça réveille plein de vas-y, vas-y, questions, vas-y. hein. Non, non, avec c'est à toi. on ne peut pas avec un maître mot qui est il n'y a pas ça n'existe pas, ça ne peut pas exister GPA une éthique. GPA éthique. Alors, moi qui découvre, ce sujet, c'est vrai que ça réveille plein de questions. Je pourrais pas toutes te les poser et tu pourras pas y répondre aujourd'hui. Peut-être qu'encore une fois, on pourra faire un autre entretien plus Full long. Nexus. Ouais, Voilà, c'est mais par rapport moi les questions qui me viennent, c'est, si par exemple, Olivia, vous dites, elle s'appelle? Morel, Oui, ouais. Olivia Olivia Morel. Morel avait été au courant dès le départ de la situation, ou en tout cas à un âge, où elle est capable de l'entendre, et que s'il n'y avait pas eu ce silence aussi autour de ça, Mmh. est-ce qu'elle l'aurait aussi mal vécu? Est-ce que d'autres enfants, en fait, est-ce qu'il y a déjà eu des études sur les enfants nés de la GPA de manière, heu, Oui. voilà, comment dire? Une étude vraiment, poussée avec des enfants qui l'ont très bien vécu, et pour voir le pourcentage d'enfants qui le vivent très mal, d'enfants Mmh. qui le vivent bien, Alors, d'enfants qui s'en foutent. en fait, c'est très, très compliqué et alors, bon, si Olivia Morel avait su avant, ça on peut c'est une Oui, réponse, voilà, on sait on pas. peut pas réellement répondre. Bon, on peut quand même souligner, par exemple, bon et elle, sa réponse à ça, c'est: «Je ne nie pas qu'il y a de belles histoires, Mmh. mais ça ne rend pas une pratique qui n'est pas éthique». D'accord, ça c'est sa position, Voilà, d'accord. c'est de toute façon, ce n'est pas éthique. De toute façon, c'est une marchandisation de l'être humain et de toute façon, ça a des conséquences et c'est des conséquences qui sont très difficiles à évaluer parce que il y a un énorme conflit de loyauté, de toute manière. C'est-à-dire, un peu comme les enfants adoptés d'ailleurs, même s'il y a une quête, une angoisse des origines, il y a ceux qui vont le chercher, qui vont le dire et puis il y a ceux qui ne vont pas le dire pour ne pas faire de peine Mmh. heu, au couple qui les a élevés. Mmh. Donc de toute manière, c'est assez compliqué. Mais, c'est étonnant qu'on ait mis cette question de l'enfant, sous le boisseau à ce point-là, enfin qu'on en ait parlé si peu, parce que on connaît quand même déjà, par exemple, l'exemple des enfants qui sont nés sous X et la souffrance et la quête identitaire avec des personnes qui ont passé leur vie à essayer de lever le secret, puisque l'engagement était, pour les enfants nés sur X justement que, ben, quand la mère abandonnait l'enfant, à la naissance, elle, parce que pour X ou X raison, elle ne pouvait pas l'élever. Enfin, elle estimait en tout cas qu'elle pouvait pas, donc on ne dévoilerait jamais son identité et donc ce combat pour que de certains enfants nés sous X pour que ce secret soit quand même levé, cette quête identitaire, qui est cette souffrance identitaire qui est très important, ce désir de connaître, ses origines et d'ailleurs, il y a quand même un paradoxe chez les hommes qui disent: «Mais moi je veux pas adopter, je veux un enfant Mmh. de qui soit dans ma filiation». Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, il reconnaît l'importance de la filiation, mais d'un autre côté, il est prêt à l'interdire pour la mère, au bébé. Mmh. Donc après et c'est pareil, Anne, Straub-Thomas, bon, parce qu'on parlait de ces, avec, Aude, Aude Mirkovic aussi qui fait partie de la déclaration de Casablanca, qui est aussi Juriste, elle, hein. qui est, donc qui est présidente de Juristes pour l'enfance. Donc qui aborde aussi un aspect, plus juridique et donc qui est aussi interviewée, Mmh.
dans Nexus, on montre, elles expliquaient qu'on montre les pros GPA montrent leurs enfants, et il y en a quelques-uns à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, et regardez comme il est heureux, regardez comme il est beau mon fils, regardez comme elle est belle ma fille, etc. Ça veut pas du... Mais ça veut pas dire grand-chose, parce que de toute façon, un enfant n'a pas le choix. Donc il faut voir ce qui va se passer à l'adolescence, il faut voir ce qui va se passer quand il sera plus Mmh. grand. Accessoirement, il y a aussi les antécédents médicaux, par exemple, qui leur sont inconnus. Et c'est vrai que Schrupp Thomas, elle Plein. dit qu'elle prévoit de nouvelles pathologies. De Oui, nouvelles pathologies. Mais ça, bon, bah, l'avenir le dira. J'espère qu'on se trompe. Ah là là, Laurence, c'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus, mais là, on va pas pouvoir poursuivre. oui, mais c'est dommage parce qu'on n'a pas du tout parlé des enjeux juridiques. Mm. Donc, écoutez, pour en savoir plus, il faut lire Nexus, Ouais. il faut lire donc avec l'interview de Aude Mirkovic, il faut lire ses ouvrages et ses articles. Voilà, j'ai interviewé Aude Mirkovic, j'ai interviewé Ah, Anne Strop-Thomas. Mm. Donc leurs livres sont présentés. J'ai parlé du livre d'Olivia Morel que j'avais déjà interviewé par le passé. Donc je ne l'ai pas réinterviewé parce que bon, je Mm. connais déjà son ouais, argumentaire. ouais. Et puis voilà, j'ai présenté son livre. Il faut lire son livre. Donc ça doit être très riche. J'ai Ouais. hâte de le lire. Merci Laurence, Merci. toi qui étais en plateau.